Bonjour, alors je vais poursuivre mon propos sur les jeux et les conflits paradoxaux. La dernière fois, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de l'analyse transactionnelle. Là, j'en viens à ma deuxième école, deuxième courant de pensée, très proche de l'analyse transactionnelle, l'école de Palo Alto. Palo Alto, hein, du nom d'une ville située en Californie, Palo Alto. Alors, l'approche de Palo Alto, c'est une approche que l'on peut qualifier de systémique. Cette approche, elle va travailler sur l'ensemble des interactions qui relient différents éléments et qui forment un système. Un système, qu'est-ce que c'est? Un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction les uns avec les autres, de telle sorte qu'une modification d'un des éléments du système va nécessairement provoquer une modification de tous les autres éléments du système. C'est ce qu'on appelle un effet de système. Quelles sont les caractéristiques principales d'un système du point de vue théorique? Je voudrais insister sur 3 points avant d'aller plus loin dans la présentation des travaux de l'école de Palo Alto. Un système, il est tout d'abord structuré. Il a des limites qui le séparent de l'environnement externe. Et le système, il est composé d'éléments qui sont reliés les uns aux autres par un réseau de communication. Deuxièmement, deuxième caractéristique, un système peut se décrire de manière fonctionnelle. Ces fonctions sont assurées par des flux et des échanges d'informations. Et troisièmement, un système est nécessairement en communication avec son environnement. Le système va donc recevoir des inputs, c'est-à-dire des entrées, et il va provoquer des outputs, c'est-à-dire des sorties. Il va y avoir des entrées, il va y avoir des sorties. Ça, ce sont juste quelques rappels sur l'approche systémique. Les théoriciens de l'école de Palo Alto ont appliqué en fait cette approche systémique aux relations humaines, aux communications humaines. Les théoriciens de l'école de Palo Alto considèrent donc les individus comme des éléments d'un ensemble plus vaste qui constitue le système. Les individus sont partie prenante dans un système. La notion clé, outre la notion de système, c'est la notion d'interaction. Pourquoi? Eh bien parce que c'est à travers la notion d'interaction que l'on va pouvoir étudier le comportement des individus, des éléments qui composent le système. Et dans la pensée de l'école de Palo Alto, les flux, c'est-à-dire les interactions qui ont lieu entre les éléments du système, sont plus importants que les attributs, que les caractéristiques de chacun des éléments qui composent le système. C'est ça l'essence de la pensée systémique. Et c'est ce mode de raisonnement qui est repris par l'école de Palo Alto. Donc, pour l'école de Palo Alto, il ne faut pas se focaliser sur les éléments qui composent le système, sur les caractéristiques ou les attributs de chacun de ces éléments. Ce qui est important, c'est d'analyser les interactions, les échanges qui se produisent entre les éléments du système. Alors, Gregory Bateson, c'est l'un des pionniers de l'école de Palo Alto. Et dans les années 50, il a beaucoup travaillé sur la famille. Et Bateson considère la famille comme un système. Qu'est-ce que ça signifie? Dire que la famille est un système revient à voir chacun des membres de la famille comme un des éléments d'un système structuré. Ce système structuré, c'est la famille. Dès lors, le comportement de chacun des membres d'une famille ne peut se comprendre qu'au travers de sa dépendance vis-à-vis des comportements des autres membres de la famille. Par exemple, on ne peut pas comprendre le comportement des enfants au sein d'une famille sans prendre en compte et sans analyser le comportement des parents. D'autre part, les comportements des membres de la famille sont eux-mêmes régulés par des modèles et des normes qui régissent le système familial. Les parents et les enfants, par exemple, n'occupent pas la même place dans le système. Il y a des normes, il y a des modèles qui vont influencer les comportements de chacun des membres de la famille. Enfin, comme tout système, on va trouver un certain nombre d'actions, donc de comportements, qui vont avoir pour but de maintenir la famille telle qu'elle est et d'éviter sa dissolution.
on parle alors de mécanismes homéostatiques. D'autres actions, au contraire, vont parfois faire évoluer le système. Alors cette manière d'appréhender les choses, voir la famille comme un système dans les années 50, c'est quelque chose de tout à fait original, c'est très novateur par rapport notamment aux travaux classiques en psychiatrie ou en psychanalyse, puisque en psychiatrie ou en psychanalyse, dans les années 50, on s'intéresse essentiellement aux individus avec leur histoire, avec leur personnalité, avec leur pathologie. Là, on va s'intéresser au système familial. Alors ça signifie que quand il y a un problème dans une famille, ce n'est pas forcément le fait d'un individu en particulier, un individu qui aurait une pathologie, un individu qui dysfonctionne, non, c'est en fait le système familial qui est malade, selon Bateson. C'est en fait, selon lui, la famille qui a besoin de produire un malade pour se maintenir et éviter la dissolution. Donc la maladie de l'individu, pour Bateson, c'est le produit du système familial. C'est parce que les relations entre les membres de la famille dysfonctionnent qu'en bout de chaîne, on va voir émerger une pathologie chez l'un des individus membres de la famille. Donc retenez cette idée, c'est la communication entre les membres de la famille qui est en fait pathologique. C'est la communication qui dysfonctionne. Et ça, c'est absolument révolutionnaire dans les années 50. On pourrait trouver des travaux qui se rapprochent des travaux de Bateson, puisqu'il y a certains chercheurs dans le domaine des sciences sociales, et notamment des sciences de gestion et du management, qui ont travaillé sur le phénomène des boucs émissaires dans les organisations. Je vous renvoie notamment aux travaux de Paul Meyer sur l'évitement dans les organisations. Alors voilà, l'analyse transactionnelle et l'école de Palo Alto ont pour point commun leur intérêt en fait pour les jeux en quelque sorte. Les théoriciens de l'école de Palo Alto se sont intéressés, eux, aux paradoxes et aux jeux sans fin. Alors, les chercheurs de l'école de Palo Alto ont beaucoup travaillé sur les différentes formes de la communication, puisque pour eux, ce qui est important, c'est de s'intéresser aux formes que prennent la communication. Et la communication, selon les chercheurs de l'école de Palo Alto, on peut l'analyser à un double niveau. Il y a la communication digitale et il y a la communication analogique. Ces deux formes de communication sont complémentaires. Alors la communication digitale, à quoi renvoie-t-elle ? La communication digitale, c'est en fait le message qui est effectivement émis si on s'en tient au discours, aux mots, au contenu apparent de la communication. La communication digitale, elle passe donc par le langage verbal. Il s'agit du contenu de la communication. Donc retenez cette idée que la communication digitale renvoie au message en tant que tel, au contenu de la communication. Et puis, cette communication digitale, nous disent les chercheurs de l'école de Palo Alto, elle se double d'une autre forme de communication, c'est la communication analogique. Et cette communication analogique, elle concerne en fait la relation. Elle renvoie à la relation au moment même où la communication digitale est formulée et émise. Et cette communication analogique, elle va passer essentiellement par le non-verbal, la gestuelle, les comportements, les mimiques, la manière d'occuper l'espace. Et cette communication digitale, d'autre part, analogique, pardon, elle va aussi passer par le paraverbal. Le paraverbal, c'est tout ce qui va accompagner le discours. Le paraverbal va par exemple renvoyer à l'intonation, au rythme. Donc, le problème, nous disent les chercheurs de l'école de Palo Alto, c'est qu'il peut exister des dissonances, des divergences entre ces deux niveaux de communication, entre la communication digitale et la communication analogique. Et quand il y a dissonance, quand il y a divergence, cela va créer une tension, cela va créer un malaise, et cette situation, elle est propice au développement des conflits. Alors, prenons un exemple concret. Si un patron dit à sa secrétaire « Je suis ravi de voir que vous êtes à l'heure », en regardant sa montre d'un air exaspéré parce qu'il est 9h05 et que la secrétaire devait arriver à 9h, la secrétaire, elle a parfaitement compris qu'il s'agit d'une remontrance de la part de son patron.
En fait, ce que la secrétaire saisit, c'est la communication analogique. Vous voyez, là, il y a une dissonance entre la communication digitale et la communication analogique. Mais ce qui compte ici, c'est la communication analogique, et la secrétaire saisit très bien la remontrance de son patron à travers la communication analogique. Donc là, il y a bien discordance entre les deux, entre la communication digitale, ce qui est dit, et la communication analogique. Mais dans certains cas, il faut savoir que la discordance, elle va jusqu'au paradoxe. C'est-à-dire que l'on va envoyer deux messages contradictoires en même temps. Alors là, le malaise s'installe, une des parties va littéralement se trouver au piège. Prenons un exemple. Dans mon exemple, c'est le patron qui va dire à sa secrétaire « Je suis ravi de voir que vous êtes à l'heure. De toute façon, souvenez-vous que le plus important pour moi, c'est que vous soyez autonome. C'est là-dessus que je vous noterai, c'est sur votre autonomie. Décidez de vos horaires indépendamment de moi. Mais enfin, faites quand même un effort, bon Dieu !» Alors, vous voyez, cette situation, elle est intenable. Il s'agit en fait d'une double contrainte. Là encore, on voit bien qu'il y a une dissonance entre la communication digitale et la communication analogique. Alors, comment sortir de ce piège? Comment sortir de ce piège? Puisque cette pauvre secrétaire, on lui demande à la fois d'être autonome, mais on lui demande de respecter les règles et donc de ne pas être autonome. Là, il y a paradoxe, il y a double contrainte. Pour sortir de ce piège, en fait, il faut être capable de métacommuniquer, c'est-à-dire de communiquer sur la communication, notamment sur la relation et le positionnement de chacun. Mais il faut avoir conscience, premièrement, que la communication est piégée. Donc ça veut dire qu'il faut que la secrétaire, si je reviens à mon exemple, il faut que cette secrétaire, elle ait conscience du piège ou de la double contrainte qui s'installe dans la communication. Et deuxièmement, il faut être en mesure de métacommuniquer. Or là, on a affaire à une relation hiérarchique, donc une relation quelque part qui est déséquilibrée. Il n'est pas toujours possible de métacommuniquer. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'école de Palo Alto. Alors, deux remarques en guise de conclusion concernant l'analyse transactionnelle et l'école de Palo Alto. Ces deux écoles, l'analyse transactionnelle et l'école de Palo Alto, elles décrivent toutes les deux des situations qui vont enfermer les individus dans des échanges sans solution de négociation, puisque ces échanges sont piégés. Que l'on parle de piège, que l'on parle de paradoxe ou que l'on parle de double contrainte, il s'agit là d'échanges qui recèlent un piège. Et puis deuxièmement, dans les entreprises, dans les organisations, ces jeux sont extrêmement nombreux, les pièges sont extrêmement nombreux, et ces jeux se caractérisent par le fait qu'il n'y a ni coupable ni solution, puisque l'on a du mal à dire où est le problème. Et donc, le conflit a alors toutes les raisons de se perpétuer. Donc la difficulté pour l'analyse transactionnelle et pour l'école de Palo Alto, c'est de bien comprendre les mécanismes, les pièges qui se nichent au cœur des relations humaines. Il faut donc adopter une perspective systémique. Voilà ce que je voulais vous dire. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la théorie de l'apprentissage social et j'en aurai terminé sur les sources psychologiques du conflit. Au revoir.